Je vais vous arrêter 2 semaines au minimum, hein, parce que là, ça va pas du tout. Merci beaucoup, docteur. Le médecin m'a arrêté, donc je serai pas là pendant 2 semaines. Bon, bah écoutez, reposez-vous bien, hein, on se voit bientôt. Bah dans tous les cas, là, je vais venir au bureau puisque mon passeport est dans mon tiroir. Et vous avez pas de carte d'identité? Si, mais j'ai besoin de mon passeport pour prendre l'avion. Pour aller où? Je vais partir en vacances pendant mon arrêt, je pense que ça va me faire du bien. Ah non, mais attendez, un arrêt, c'est pas des congés, hein. Il est hors de question que vous partiez en vacances pendant. Mais je fais ce que je veux, non? Non, vous n'avez absolument pas le droit de partir en vacances pendant votre arrêt maladie. Pendant ton arrêt maladie, tu dois respecter ce que le médecin t'a prescrit en fonction de ton état de santé. Et le médecin peut d'ailleurs te prescrire une convalescence hors de ton domicile, soit dans un but thérapeutique, soit parce que tu lui as demandé. Mais même en dehors de ce cas, rien n'interdit de partir de chez toi pendant un arrêt maladie si les prescriptions du médecin ne vont pas à l'encontre de ça. Mais il y a quand même quelques règles. Si tu pars de ton domicile pour prendre des vacances mais que tu ne quittes pas ton département, aucune autorisation n'est nécessaire. Tu dois juste informer la caisse primaire d'assurance maladie et ton employeur. Par contre, si tu veux quitter ton département, oui bonjour, je suis en arrêt pour 2 semaines et j'aimerais aller chez ma mère à Lyon. Écoutez, pour moi, y a aucun souci. Juste oubliez pas de prévenir votre employeur. C'était pour vous prévenir que pendant mon arrêt, je serai à Lyon. Non, un arrêt, c'est pas un tour de France. Vous allez rester chez vous. Mais attendez, qu'est-ce que ça change pour vous? Écoutez, ça sert à rien d'insister, c'est pas possible. C'est comme ça, c'est la loi. Si tu veux aller hors de ton département pendant ton arrêt, tu dois demander l'autorisation de l'assurance maladie et si ta demande est acceptée, tu devras informer ton employeur. Par contre, ton entreprise n'a pas le droit de refuser ça. T'es pas en train de lui demander l'autorisation. Tu dois vraiment juste informer ton employeur, donc il aura pas son mot à dire. Et pour mieux te protéger juridiquement, abonne-toi pour défendre tes droits. Mais Marie, qu'est-ce que vous faites? Bah, je mange. Avec une bière, pendant votre journée de travail. Mais ça va pas la tête? Je suis en pause. Mais pause ou pas pause, l'alcool est interdit. Mais en pause, j'ai le droit de faire ce que je veux, non? Bah non, pas boire de l'alcool dans l'entreprise, c'est illégal. Enfin, ça me paraît logique quand même. Et c'est écrit où? Mais comment ça, c'est écrit où? Y a pas besoin que ce soit écrit quelque part. C'est interdit, c'est tout. Boire de l'alcool sur son lieu de travail, ce n'est pas interdit ou illégal par principe. Du moment que l'alcool en question, c'est de la bière, du cidre, du vin ou du poiré. Par contre, si c'est n'importe quel autre alcool hors de cette liste, c'est complètement interdit. Donc en principe, boire une bière sur son lieu de travail, c'est autorisé, et c'est uniquement si le règlement intérieur interdit cette consommation qu'on peut te le reprocher. C'est écrit dans le règlement intérieur que c'est interdit. Donc vous me jetez ça tout de suite. Mais pourquoi je devrais jeter ma bière? Comment ça, pourquoi? Bah vous pouvez pas l'interdire comme vous voulez, j'imagine. Enfin sinon vous écririez n'importe quoi dans le règlement intérieur. Donc c'est quoi la raison? Mais j'ai absolument pas besoin de raison. J'ai envie d'interdire l'alcool, je le mets dans le règlement intérieur. Vous n'avez plus le droit d'en boire, basta. Pour que l'interdiction de consommer de l'alcool sur le lieu de travail soit légale, déjà il faut que ce soit prévu par le règlement intérieur de l'entreprise. Mais surtout, il faut une raison pour que l'employeur puisse l'interdire. Il faut que la consommation puisse porter atteinte à la santé et à la sécurité des salariés. Donc c'est pas du tout une interdiction que l'employeur peut décider comme ça juste parce qu'il a envie. Il faut qu'elle soit justifiée par des circonstances précises dans l'entreprise, comme l'activité, la présence de machines dangereuses, bref, il faut que ce soit justifié. Je vous mets plus d'infos dans la description, et pour te protéger juridiquement, abonne-toi pour mieux défendre tes droits. J'ai entendu dire que je pouvais gagner de l'argent en dénonçant une fraude fiscale, c'est vrai? Oui, ça s'appelle le dispositif de rémunération des aviseurs fiscaux. D'accord, parce que je pense que mon patron, il déclare pas du tout ce qu'il faut. Si je le fais, combien je serai payé? Est-ce qu'il y a un barème ou... Non, il n'y a pas de barème, c'est le directeur des finances publiques qui décidera du montant de la rémunération. Et vous pouvez pas me dire combien ça représente environ? Alors, il n'y a pas vraiment de grille, mais ça peut aller jusqu'à 15% des sommes que l'administration fiscale va récupérer. Ça veut dire que si je dénonce quelqu'un et que, imaginons que la fraude, elle est d'environ 200 000 euros, je peux toucher 30 000 euros. Oui, absolument. Juste pour être indemnisé, il faut que la fraude que vous allez révéler soit supérieure à 100 000 euros. Et bon, il faut quand même que les infos que vous nous donniez soient suffisamment précises et sérieuses pour qu'une enquête soit ouverte. Et est-ce que c'est anonyme? Anonyme non, mais votre identité restera secrète. En gros, il y a environ que 10 agents du fisc qui vont y avoir accès, donc normalement, la personne que vous allez dénoncer elle ne saura jamais que c'est vous. On a souvent des salariés, des frères et sœurs, ou même des personnes mariées qui se dénoncent entre eux, et ça reste totalement confidentiel. Ok, merci. Dernière question, comment on fait? Vous avez juste à contacter l'administration fiscale, que ce soit par mail, par téléphone, ou même en allant dans un centre des impôts. Et c'est vraiment légal, on peut rien me reprocher après. C'est totalement légal, ça a été mis en place et c'est géré par l'État, donc de votre côté, il n'y a absolument aucun risque si vous ne mentez pas à l'administration fiscale. En cas de doute, les sources sont en description, et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Je voulais vous dire qu'on arrêtait le télétravail, donc il va falloir que vous reveniez au bureau tous les jours. Pardon? Pourquoi? C'est comme ça, je préfère que tout le monde soit là. Mais attendez, ça fait des années que je suis en télétravail. Même avant le Covid, je travaillais déjà comme ça. Oui, bah écoutez, ça va changer, c'est tout. Non, mais je refuse. Vous savez très bien que j'habite pas à Paris, je vais pas déménager non plus. Non, mais là, je suis pas en train de vous demander votre autorisation. Donc si à partir de lundi, vous n'êtes pas tous les jours au bureau, ce sera procédure disciplinaire et licenciement. Si tu es en télétravail dans une entreprise depuis plusieurs années, ton employeur ne pourra pas forcément te contraindre à revenir travailler sur site sans ton accord. En fait, quand ton boss change quelque chose, il faut se demander si c'est une modification de ton contrat de travail ou une modification de tes conditions de travail. Et ici, dans certains cas, il faudra ton accord pour que tu reviennes travailler sur site parce que ça peut être une modification de ton contrat de travail. Et ça, peu importe le fait que le télétravail ait été mis par écrit ou pas. Ce qui compte, c'est que ce soit le mode d'exercice de ton travail depuis hyper longtemps. Par contre, pour que ça fonctionne, il faut que tu sois en télétravail depuis vraiment très longtemps. Donc le fait que tu sois
en télétravail depuis quelques temps et par exemple depuis le Covid, c'est possible que ça ne fonctionne pas, surtout que c'était lié à une circonstance un peu exceptionnelle. La jurisprudence n'a pas donné de délai en termes d'années pour déterminer si oui ou non c'est suffisamment long pour être considéré comme une modification du contrat de travail. Il faudra attendre de voir si c'est précisé dans le futur, mais en attendant, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Je voulais vous dire, j'ai eu mon diplôme. Ah bah super, félicitations. Mais c'est génial en plus, t'as plus cours maintenant, donc tu vas pouvoir rester avec nous tout l'été. Ah justement, je préfère vous prévenir, mais je vais rompre mon contrat d'apprentissage. Comment ça? T'as pas le droit de partir avant la fin de ton contrat d'apprentissage. Et il s'arrête en septembre. Ah bah si, comme j'ai eu mon diplôme, même si mon contrat il prévoit que je devais rester jusque septembre, j'ai le droit de partir avant. Si tu es alternant en contrat d'apprentissage et que tu as obtenu ton diplôme, tu as le droit de rompre ton contrat d'apprentissage de manière anticipée, donc avant ta date de fin de contrat. Par contre, ça ne veut pas dire que tu peux partir du jour au lendemain. Tu dois notifier cette rupture anticipée par écrit à ton employeur en respectant un délai de préavis d'au moins 1 mois. Comme d'habitude, c'est toujours mieux d'envoyer ce type de courrier par lettre commandée avec avis de réception. Les sources juridiques sont en description, et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Imagine un jour tu te fais cambrioler et t'arrives à maîtriser un des cambrioleurs. Comment ça? Bah genre tu le stoppes, tu le neutralises pour que quand les flics arrivent, ils puissent l'interpeller. Mais du coup si tu l'empêches de partir, c'est de la séquestration, regarde. J'ai réussi à en maîtriser un, les deux autres sont partis. Je l'ai maintenu donc à mon domicile, j'ai appelé la police. Les policiers sont arrivés, ils l'ont embarqué, mais ils m'ont embarqué aussi pour séquestration. Ah merde. Donc si t'es victime d'une infraction, t'as pas le droit d'arrêter la personne dans l'attente de la police? Si, tu peux. Si tu es victime ou témoin d'une infraction pénale, tu peux procéder à l'arrestation de la personne. Ça, c'est l'article 73 du Code de procédure pénale qui dit que, dans les cas de crimes flagrants ou de délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur et pour le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Il y a plusieurs choses à dire. Déjà, faut un crime ou délit flagrant. La flagrance, en droit pénal, c'est quand l'infraction est en train de se commettre ou vient tout juste de se commettre. Donc il faut que l'infraction dont tu es témoin, temporellement, elle soit toute proche. Ensuite, si l'infraction dont tu es témoin c'est un délit, il faut que ce soit un délit puni d'emprisonnement. Donc c'est réservé à des infractions plutôt graves, comme par exemple des violences, des vols, etc. Ensuite, truc fondamental pour que ton arrestation soit légale, c'est que dès que tu as immobilisé la personne, dès que tu l'as arrêtée, il faut que tu préviennes immédiatement les forces de l'ordre, ou bien que tu emmènes tout de suite le suspect au commissariat ou à la gendarmerie. Et ça c'est vraiment hyper important comme truc, parce que si c'est pas immédiat, ton action devient un crime, et tu risques 20 ans de réclusion criminelle. Enfin, dans le cadre d'une arrestation. Pour pouvoir immobiliser la personne, il va très probablement falloir que tu utilises la force. Cet usage de la force, il est autorisé, par contre, il faut que la force soit impérativement proportionnée aux circonstances de l'arrestation. Par exemple, des cambrioleurs viennent la nuit chez toi, tu prends un fusil pour pouvoir les arrêter dans l'attente de la police. Pour que ton action soit légale, il faudra que tu prouves que ce que tu as fait, c'était absolument nécessaire dans ta situation. Et surtout que des moyens moins élevés n'étaient pas suffisants dans les circonstances précises de ta situation. Je voulais vous prévenir, je quitte l'appartement, je vous ai envoyé un courrier recommandé il y a quelques jours. Ah oui, c'est bon, je l'ai reçu. On se recontacte bientôt pour voir quand on peut faire l'état des lieux de sortie? Ok, parfait. Je dois amener des documents en particulier ou... Oh non, sauf si vous préférez faire un chèque et pas un virement pour les frais d'état des lieux. Les frais d'état des lieux, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est une agence qui me facture l'état des lieux, donc on va partager les frais. Mais attendez, c'est vous qui décidez de prendre une agence pour le faire, moi j'ai pas à payer. Ah si, vous allez payer 50%, donc environ 100 €. C'est un truc qui se partage entre le propriétaire et le locataire, ça paraît logique. Quand tu es locataire, tu n'as pas à payer pour réaliser l'état des lieux de sortie. Et si ton propriétaire décide de passer par un professionnel, comme une agence immobilière ou un notaire, et qu'il paye de l'argent pour cette prestation, en gros c'est un peu son problème. Toi tu n'as absolument pas à payer ni en totalité ni en partie les frais qu'il va dépenser pour pouvoir réaliser l'état des lieux de sortie. J'insiste, si vous décidez de faire intervenir une agence pour faire l'état des lieux de sortie, c'est votre décision, moi j'ai pas à payer ces frais-là. Je l'ai écrit dans le bail et le bail vous l'avez signé. Et pour rappel, un contrat signé c'est obligatoire, donc là vous n'avez pas le choix. Si ton propriétaire a prévu dans le bail que tu dois payer en totalité ou en partie le professionnel qui va réaliser l'état des lieux de sortie, c'est une clause abusive. Et quand une clause est abusive, globalement on va considérer qu'elle n'a jamais été écrite, on fait comme si elle n'existait pas. Ce qui veut dire que même si le propriétaire va devant un juge pour demander en justice qu'on respecte ce qui avait écrit dans le bail, ton propriétaire ne pourra pas gagner en justice sur ce sujet parce que la règle est très claire, un locataire n'a pas à payer pour la réalisation de l'état des lieux de sortie. Pour plus d'informations sur les relations propriétaire-locataire, abonne-toi pour mieux comprendre le droit.